Vous étiez 150 au début, là vous êtes 600. J'ai plus de station, moi j'ai plus de village. Je ne peux plus t'accueillir. J'ai fait de la prospection, moi j'adore ça. Moi je suis un vendeur né. Donc moi j'allais voir tous les stands. Je leur disais, écoutez, vous trouvez ça sympa là, le stand là? Venez pour le même budget, je vous emmène au ski. Pour le même budget, vous allez faire des speed dating avec des décideurs. Ils se sont mariés ensemble. Ils ont pris tous les deux de l'argent. Et à eux deux, ils ont frôlé le million d'euros. Ils sont devenus millionnaires en dollars et c'est devenu un couple. Moi je suis là pour créer, je suis pas là pour cheffer. Je suis là pour entreprendre, je suis pas là pour gérer. Bonjour tout le monde. L'invité que je reçois aujourd'hui n'est pas à proprement parler un acteur du tourisme. Pourtant, il a su faire du tourisme un levier de business. Il a fondé les Big Boss. Aujourd'hui, il vient nous parler de ses nouvelles aventures. Je suis ravi de recevoir Hervé Bloch. Bonjour Hervé. Jean-Bernard. Bon, on va commencer évidemment par les études. Tu as démarré comment? Alors, j'ai un bac scientifique. Mhm. Je fais un doc d'éco à Tolbiac. Puis après, j'ai fait une école de commerce. J'ai même fait une école de vente, école supérieure de négociation commerciale. Cette école n'existe plus, mais c'était la seule école de vente à bac plus 5. Là où tous les étudiants qui faisaient une école de commerce aimaient pas le commerce. Là, c'était vraiment une école dédiée pour les vendeurs d'élite, les vendeurs qui vendent des choses Et sophistiquées. c'était assimilé à un diplôme comme le master par exemple? Ouais, c'est ça, c'était un master visé par l'État. D'ailleurs, c'était le groupe de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui a HEC, ESCP. Donc, il s'est dit, tiens, on forme des cadres au marketing et à la finance, et si on formait des cadres haut niveau à la vente? Quel a été ton premier emploi? J'ai travaillé en tant qu'alternant chez IBM grâce à cette école et j'ai été embauché à la suite de l'alternance. D'accord. Et une chose importante, tu voulais faire quoi dans ta vie quand tu étais plus jeune? Alors moi, j'ai ma maman qui me disait quand j'avais 6-7 ans, toi, toi, tu seras commercial. Tu seras commercial. Par contre, fais des études, parce que si tu fais pas d'études et que tu es commercial, tu vendras des chaussures dans une boutique. Si tu fais des études, tu vendras des usines clés en main. Donc, tu vendras des choses beaucoup plus sophistiquées. Pourtant, tu avais une super école. À l'âge de 6 ans, tu vendais des timbres pour la tuberculose, hein, dans la rue, Exactement, hein, tu vois? exactement. Donc l'école de la vente de la rue. Moi, j'ai vendu des magazines dans la rue, et cetera. Et donc voilà, j'ai toujours eu, ce dilemme entre l'approche vente directe, et puis la sophistication des études. Parce qu'effectivement, quand on est vendeur, on peut vendre tout et n'importe quoi. Quand on a fait des études, on peut être sur des choses beaucoup plus grands, et beaucoup plus, sophistiquées. Et donc, effectivement, j'ai travaillé dans l'ingénierie informatique, dans le digital. Et il faut quand même maîtriser un certain nombre de concepts marketing, concepts mathématiques, pour pouvoir réussir ces challenges autour du digital. On peut dire que tes parents, quand même, t'ont influencé. Ton papa était assureur. Ta main tu étais dans une famille quand même relativement aisée Tout à fait. et généralement, on n'a pas toujours, très faim quand on est dans une famille aisée. Donc toi, tu étais, Moi, je me rappelle d'un prof d'histoire qui me disait: «Bon, vous serez tous cadres», parce que j'étais au lycée Carnot, c'est un lycée plutôt bourgeois dans le 17e arrondissement, et il le disait peut-être même avec une vulgarité. Et effectivement, en fait, moi, j'étais élevé dans une famille plutôt aisée, mais des bosseurs. ouais. Et moi, j'ai une valeur travail très importante. Pour moi, les gens qui sont oisifs, je comprends pas. C'est de la science-fiction. On peut pas, se réaliser quand on travaille pas. Alors, à l'inverse, faut pas travailler comme des forcenés 20 heures par jour, et cetera. Et en fait, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, en tant qu'entrepreneur, le seul moment où je travaille, c'est quand je suis avec mon directeur financier ou que je dois assigner la TVA. Je C'est le profite seul justement moment où du je lecteur travaille. financier. Ça veut dire que l'aboutissement, c'est l'argent ou c'est l'épanouissement? Alors pas du tout. En fait, quand on entreprend, c'est pas du tout, et d'ailleurs ceux qui veulent être riches parce qu'ils entreprennent, en général, ils y arrivent pas. C'est la conséquence. Effectivement, quand on réussit une entreprise, on la vend, on gagne de l'argent, et cetera. Mais moi, j'avais mon père qui me disait toujours que si les gens voient des dollars dans tes yeux quand tu leur parles, eh ben, ils voudront pas t'acheter ton produit, ils voudront pas t'écouter parce que ce sera intéressé. Ça veut dire que l'humain est important chez Mais toi et c'est c'est la culture que tu as primordial. reçue de la famille. Primordial. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés il y a 60 ans au Club Méditerranée. On va y venir. Il paraît que j'ai été conçu au Club Méditerranée. En tout cas, moi, j'ai fait mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, de jeune adulte, de célibataire, de marié, de papa, de jeune papa, et cetera. Et donc, c'est vrai que, c'est un des sigles, un des marqueurs de ma vie personnelle et ensuite de ma carrière et de ma vie d'entrepreneur. Passage au Club Med justement, en tant que géo?
Alors, effectivement, j'étais à l'Oshema au Maroc quand j'avais 17 ans, 18 ans, et j'avais un BAFA. Et ils étaient débordés au Club Med, il y avait beaucoup trop de juniors. Et le chef du village me dit, bon, toi, t'as ton BAFA? Bon, écoute, viens, reste 2 semaines au pair. Donc, pour la première fois de ma vie, j'avais un badge de Géo. C'était mon rêve de gosse. J'avais un t-shirt de Géo. Je dois avoir une photo où j'ai même les cheveux longs, le t-shirt de Géo, etc. Et qu'est-ce que j'ai adoré. Pour moi, c'était un statut d'être Géo. C'était le statut de rêve. Le Bah, statut on de avait rêve. le statut, moi aussi j'étais géo, donc c'est pas que j'en parle, Hervé, mais c'est vrai qu'on était des vedettes du quotidien. Bien évidemment. On nous offrait les colliers de perles en partant, hein. Bien évidemment, c'est-à-dire que et d'ailleurs maintenant le Club Med a du mal à trouver des géos, alors qu'avant c'était la queue au portillon. Tout le monde rêvait d'être géo, ne serait-ce qu'une saison, 2 saisons. Moi, mes filles, j'ai envie qu'elles fassent une saison au mini-club ou autre, parce que ça forge les esprits, on apprend plein de choses, on découvre plein de cultures, plein de paysages, c'est extraordinaire. Je crois que c'est important aussi, c'est la différence sociale qu'on peut connaître au Club Med. Ça veut Mmh. dire qu'on peut rencontrer des gens d'un CE de chez Carrefour, comme on peut rencontrer un grand patron d'une Bon, entreprise. le ceux de Carrefour, c'est quand même un peu plus limité. Il y a 30 ans, oui. Il y a Il y a 30 30 ans, le ans, moi, c'est Club ce que j'ai Med, vécu. c'était accessible. Au mois Il de y a juin, au mois de septembre, on avait le CE de Carrefour et on avait le CE de Exactement. Renault. Il y avait même l'époque Bourguignon, ils avaient créé le concept, je me rappelle, Oyo. Si tu Oui. dors, t'es mort. C'était 300 € une semaine en Tunisie. Bon, donc après, ils ont quand même fait un repositionnement très luxe, très premium. Mais au départ, tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le Club Med? Oui, parce que j'ai eu la chance de moi Alors de vas-y, j'ai j'ai alors j'ai vas-y, j'ai j'ai eu la chance de déjeuner carrément avec le alors créateur vas-y, et vas-y. il Parce m'a que expliqué qu'avec monsieur Blitz, ouais, qui était son ami «belge» entre tout à guillemets, fait. ils sont à la sortie de la guerre avec l'histoire des tentes, ils ont décidé en fait de donner envie aux gens en sortant de la guerre de pouvoir se détendre un tout petit peu C'est et j'ai ça. trouvé l'histoire C'était incroyable les quand il me l'a raconté. anciens concentrationnaires. Les gens Exactement. qui sortaient des camps de concentration, il fallait les réacclimater à Au l'environnement social. loisir, exactement, à Mmh. l'environnement social, à recréer du contact et de trouver des endroits et donc à l'époque, Gilbert Corfou, Trigano, voilà Ipsos, exactement. etc. Gilbert m'avait dit à l'époque, j'étais jeune chef d'entreprise, il m'avait dit: «Vous savez, c'est pas la peine de me remercier, vous êtes devenu ce que vous êtes parce que vous aviez aussi une ADN, sérieuse Mmh. et concrète. Mais ce qui était important pour nous, c'est qu'on avait l'appui de tous les pays du monde. On survolait en hélicoptère, C'était un on chef trouvait un d'État. endroit» Il arrivait exactement, comme un chef d'État, puisque dès exactement. qu'il y avait un village, il y avait des routes, il y avait des infrastructures, il y avait du boulot pour les locaux. Exactement, c'était le deal, c'est dire Mmh. 50%, 50-50. 50% vous amenez des géos, 50% vous prenez des locaux. Donc Mmh. ils créaient de l'emploi. C'est quand même assez magique cette école, du club Mmh. objectivement. Exactement. Et ça t'a marqué. Ah, Quel homme es-tu devenu justement à travers le club? Quel est le déclic ou quel mot-clé, tu peux sortir du club qui t'a servi pour ta carrière? alors moi, clairement, c'est chef de village. Moi, c'était le rêve ultime. Moi, ce chef de village qui me disait bonjour, qui connaissait mon prénom, qui tous les mois avait 1000 GM différents et qui avait un petit mot avec tout le monde. C'était mon rêve. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être chef de village. Je l'ai jamais été. Et j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Je travaillais pour une boîte en Suisse, en Allemagne, en Russie, et je signais avec le Club Med Suisse, avec le directeur marketing de Club Med Suisse. Et à l'époque, c'était des devis qui étaient envoyés par fax. Donc, je reçois le fax et à la page de garde, il avait dit: «Hervé, j'ai exaucé ton rêve, tu travailles maintenant pour le Club Méditerranée». Et Et pour c'était toi, la c'était page la de garde consécration, bien et sûr. voilà, et donc c'était marrant. Donc c'était pas là où je voulais travailler au Club Med, mais j'étais devenu prestataire marketing digital du Club Med. Alors, j'ai lu que tu passais à peu près 2 heures par jour sur LinkedIn. Ouais. Est-ce que tu peux donner un conseil justement pour développer ces activités? L'intérêt de ce type de réseau? Alors déjà, LinkedIn, ce qui est très important, c'est qu'il faut y passer tous les jours. C'est comme se brosser les dents. Si tu ne te brosses pas les dents pendant une semaine, ça sert à rien de te brosser 2 heures le dimanche, d'accord? C'est tous les jours. Sinon, on se fait dépasser. Moi, tous les jours, je rajoute 10 personnes et tous les jours, j'en supprime 10. Pourquoi? Parce que LinkedIn s'est plafonné à 30 000 personnes. Ça fait 7 ans que j'ai dépassé les 30 000. Et donc, on peut avoir des abonnés. J'ai 37 000 abonnés, mais je n'ai que 30 000 connexions. Et donc, tous les jours, je supprime 10 personnes pour tous les jours en rajouter 10. Donc tu restes dans un contingent bien précis. Exactement. Et du coup, Les ça me permet de filtrer. Quand une personne devient retraitée, devient sophrologue, change complètement d'univers, eh bien, je me permets de les retirer pour laisser place à des gens qui sont plus frais en interaction et qui correspondent plus à mon écosystème. Donc on est bien d'accord qu'au début de ta carrière, on peut dire que le tourisme t'intéressait? Alors, le tourisme, l'événementiel, Tu voyageais effectivement, beaucoup d'ailleurs? j'ai pas beaucoup voyagé. Alors, j'ai fait beaucoup de villages Club Med, hein. J'ai Oui, fait bien de sûr. En 2013, date fatidique, ouais, ta petite amie ou une amie, on va dire, ouais. est revenue des États-Unis et t'a parlé justement du succès du speed dating. C'est ça qui a été le déclencheur? Alors, en fait, déjà, est-ce que toi, tu sais d'où ça vient les speed dating? Non.
C'est un rabbin à New York qui, pour marier les juifs de sa communauté, organisait des rencontres de 7 minutes. Et donc, les mariages se faisaient en 7 minutes. Alors, il y a quelques bars branchés new-yorkais qui ont pris le concept pour en faire un haut lieu du célibat moderne. Et c'est arrivé dans toutes les capitales occidentales. C'est arrivé à Paris. J'ai une copine qui m'appelle, qui me dit: Hervé, je lance un concept. Donc, Mythique n'existait pas. On était vraiment. Il y avait quoi? Il y avait les agences matrimoniales ou les soirées d'école de commerce, quoi, globalement, pour rencontrer, ou alors les amis d'enfance et autres, ou tout simplement le bureau. Et donc, j'ai fait ça pendant 2, 3 mois. J'ai beaucoup observé. Qu'est-ce que c'était drôle. Les filles, elles venaient en bande de copines pour manger des hommes célibataires. C'était très, très marrant. Et moi, je me suis dit, tiens, et si j'adaptais ça à Au business. l'univers du business? Parce que 7 minutes, c'est suffisant pour que nos deux cerveaux, le cerveau affectif et le cerveau cartésien, se parlent, se disent, tiens, est-ce que cette personne, je l'aime bien? Est-ce que je suis attiré? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que j'ai confiance? En business, c'est pareil. Est-ce que je sens bien cette personne? Est-ce qu'il va m'arnaquer? Est-ce que je comprends ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai envie de travailler? Et donc, 7 minutes, c'est largement suffisant pour dire non. C'est absolument pas suffisant pour dire oui, mais ça permet de faire un filtre. Et donc, mon concept, c'était de se dire, quitte à rencontrer 40 entreprises, rencontre-les 7 minutes. Et si le gong retentit au bout de 7 minutes et que tu es dégoûté que ça s'arrête, C'est c'est que que c'est c'est bon bon signe. signe. Oui, bien sûr. Et après, tu iras boire un verre au Club Med, au bar du Club Med, pour sympathiser. Ah, ça veut dire qu'on peut dire que là sont nés les big boss? Alors, les big boss, en fait, c'est tout un tas d'idées folles. Je voulais faire au ski. Il y a Fernand Bonnevie qui, en 2013, est mort. Est-ce que tu savais qui était Fernand Bonnevie? Fernand Bonnevie, c'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans les Bronzés Ah fonds du ski. oui, oui, pardon, pardon. Et il est mort en 2013. Et du coup, j'ai eu envie de créer mon concept autour des Bronzés fonds du ski. Et j'ai appelé ça les big boss fonds du ski, en hommage à Fernand Bonnevie, qui était d'ailleurs un vrai moniteur de ski qui a fait le comédien, et non pas un comédien qui a Qui a fait le fait le moniteur de ski. Et donc à ce moment-là, j'ai entendu parler donc de quelqu'un d'important. Je te cite des noms et tu vas réagir Vas-y. dessus. Grandjean, Ouais, bien il sûr. arrive à Viscera. Et bien sûr. Alors je pense qu'il faut que tu nous fasses le lien. Alors effectivement, j'avais une web TV à l'époque qui s'appelait DGTV. J'ai interviewé les patrons de l'e-commerce, du retail, du tourisme. Et au bout d'1 an, j'avais interviewé une centaine de personnalités. La plus charismatique, c'était Jacques-Antoine Granjon, fondateur de Vipi. Il est grandiloquent, il Vente est privée à l'époque, hein. charismatique, les cheveux longs. Ouais, Ouais, c'est un personnage. Il a ouais. une Cadillac rose. On arrive dans ses bureaux, il y a des œuvres d'art moderne partout. Et donc, comme c'était un peu le personnage le plus sympathique de la bande, j'ai proposé de prendre la parole dans cette soirée un peu de fin de saison. Et donc, quand on prépare sa prise de parole, il me dit: «Et toi, Hervé, tu as une actu?» Je dis: «Ouais, j'aimerais bien inviter les gens au ski. Je voudrais appeler ça les big boss font du ski, mais j'ai encore rien. J'ai pas le lieu, j'ai pas la date, j'ai rien. Surtout tu lui dis: Surtout, t'en «Tais-toi!» parle pas.» Il prend la parole et à la fin, il me dit: «Bon, Hervé, je crois que tu veux tous nous inviter au ski.» Boum, j'ai mon partenaire technique qui lance le son des Bronzés fonds du ski. Et là, je suis obligé de prendre la parole. Je dis: «Bah voilà, effectivement, Jacques-Antoine, merci, je t'avais dit de pas en parler. Donc, je vais tous vous inviter au ski. Ça va s'appeler les Big Boss font du ski. Je sais pas encore quand, je sais pas encore où, mais j'ai envie de le faire.» Et là, il arrive à Becerra, que j'avais interviewé, donc le fondateur de Travel Ski, qui vient me voir et me dit: «Hervé, tu vas te planter. C'est un monde à part, le ski. Tu connais pas les remontées mécaniques, tu connais pas les hôteliers, tu connais pas la montagne. Viens, on le fait ensemble.» Moi, j'ai une activité de booking de ski de groupe, individuel et autres, donc je connais ce sujet-là. J'ai des équipes qui peuvent t'aider. Par contre, j'ai pas du tout ta connaissance de l'écosystème digital. Et viens, on s'associe. Toi, tu peux me donner de la lumière dans le digital, et moi, je peux te donner le savoir-faire de la montagne. C'est vrai que Yariv Becerra avec Travel Ski et le groupe Travel Factory, c'était quand même une référence sur le net, le premier, on va dire, inventeur de la vente de la neige Mm, en ligne. Et je exactement. pense que c'était pour toi quelqu'un de sécurisant dans sa démarche. En fait, ça me permettait de me concentrer sur mon écosystème, ma communauté, l'approche business, et non pas la logistique pure, pour gérer effectivement le booking du ski, le transfert, la navette, les petits fours, et cetera. Et donc, Stéphane Pradlou, dans ses équipes, avait géré la partie logistique, et moi, avec mes équipes, eh ben, on construisait l'approche communautaire, qui on invitait, quelle était l'approche business, comment on faisait du lead gen, et voilà. Et donc, bah, on a fait ça ensemble. On a fait ça 3, 4 ans avec Yariv, et puis on a dit: «Hervé, vous étiez 150 au début, là, vous êtes 600. J'ai plus de station, moi, j'ai plus de village. Je ne peux plus t'accueillir.» Et donc après, on a travaillé avec le Club Med parce qu'il y avait qu'eux qui pouvaient nous accueillir dans leurs infrastructures. Alors moi, j'ai vu aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu faisais aussi les préouvertures de stations
avec des engagements de Exactement. 128 chambres, 148 chambres, C'est ça. justement, Bah, avec Yariv. en fait, ça coûtait très, très cher, de prendre un hôtel et donc les hôtels, quand on leur fait ouvrir 3 jours avant, finalement, c'est du plus. Donc ils doivent, organiser leurs équipes un peu plus tôt, mais c'est du plus. Donc on arrivait à avoir des prix corrects. Je me rappelle et qui arrive, il me dit: «Hervé, je t'ai trouvé un hôtel en préouverture, 150 chambres. Par contre, je te préviens, si vous êtes 100, Ah ouais, tu tu payes payes la les tu payes différence. tu payes les 50 chambres». On Ouais, était 188. J'ai dû prendre tous les studios autour pour ouais. faire loger. Je demandais aux gens de dormir à 2 par chambre et tout. Mais qu'est-ce que c'était fou! Qu'est-ce que c'était bordélique! Mais c'était génial. En plus, il a fait super beau. Mon concept, il s'est i je l'ai j'ai encore Tu l'as l'image, affiné à ce je l'ai moment-là? affiné, mais surtout je l'ai observé. J'avais proposé de mettre des petites, brochettes de bonbons avec des fontaines de chocolat chaud et Et donc ça, c'est pour 17h quand on revient du c'est ski, je ça. suppose? Il a fait super beau. Il est 17 heures, on kiffe et là, c'est la première fois de leur vie que des gens, des professionnels du digital, un week-end, après avoir skié, échanger sur une approche business et donc j'ai vu à ce moment-là que les gens kiffaient tous. Je me suis dit: «Putain, je tiens un truc». En fait, je tiens le lead gen relationnel. Je tiens le business à travers la convivialité. Je tiens le Club Med du business. Alors, j'ai quelqu'un qui voulait te dire quelque chose. Tu vas prendre ton téléphone, je t'ai envoyé une petite vidéo. Ouais, Il s'appelle Steve. Regarde ce qu'il OK. te dit. Alors c'est parti, Steve. Steve, effectivement, il a fait les tout Salut premiers. Hervé, est-ce que tu te rappelles quand tu as arpenté les salons e-commerce pour distribuer tes flyers pour les Big Boss première édition? Tu peux raconter ça à Bernard? Je me Pas rappelle plus? je me rappelle tout à fait, il y avait un gros salon qui s'appelait la convention e-commerce, ça s'appelle Ouais. maintenant Paris Retail Week, Tu es parti avec tes prospectus? avec mes plaquettes et C'est j'allais ton voir. imprimeur, Steve? Ouais, Steve, c'était mon imprimeur, il était phare sur l'ensemble des premiers événements. Il est devenu l'imprimeur officiel. Il a d'ailleurs signé beaucoup de business grâce à ça, puisque comme il était tellement sympathique et tellement pro, bah, tout le monde avait envie de lui confier, ensuite ses impressions et oui, je j'ai fait de la prospection. Moi, j'adore ça. Moi, je suis un vendeur né, donc moi, j'allais voir tous les stands, je leur disais: «Bah, écoutez, vous trouvez ça sympa là, le stand là? C'est chiant, c'est froid, c'est pas chaleureux. Venez pour le même budget, je vous emmène au ski». Pour le même budget, vous allez faire des speed dating avec des décideurs et j'ai arpenté comme ça tous les C'est salons. intéressant ce que tu dis là, parce que moi, je l'ai vécu avec le tourisme. Avant, on faisait le salon du tourisme, on était à Deauville. Ouais. On disait toujours la phrase clé: «Ce qui se passe à Deauville reste à Deauville», et il y avait des liens qui se créaient, Mmh. mais tout à fait sympathiques, où on pouvait se coucher à n'importe quelle heure. Mmh. On n'avait pas maman qui nous disait: «Attention, il faut que tu rentres». C'est ça. Là, maintenant, ça se passe à Mmh. Paris, c'est pas la même démarche, et je crois que ce que tu évoques là, à travers Mmh. le ski, est une expérience incroyable. Les gens venaient passer un moment, en fin de compte, seuls, pour penser business et kiffer. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ouvraient leur chakra. En fait, moi, combien de fois j'ai des prestataires qui m'ont dit: «Hervé, ça fait 5 ans que je prospecte ce décideur et là, je viens de prendre un petit déj avec lui et il est super sympa et là, on a envie juste de bosser ensemble parce qu'on s'est trouvé sympathique. Tout à l'heure, on va skier ensemble, on va faire du chien de traîneau, on a bu un verre tout à l'heure» et donc c'est ça que j'ai créé. 2019, date importante. C'est la première levée de fonds. On Tout parle à de fait. 18 millions d'euros, je peux le dire franchement. Exactement, Il y a pas de exactement. filtre là-dessus. Exactement. Pour la petite histoire marrante d'ailleurs, 6 mois avant, je devais faire une autre opération avec Ah un non, tu autre as pas fonds parlé de ton d'investissement. ex-femme, hein, Eh s'il te plaît. si, eh si, eh si. Non, s'il te Et plaît, elle non. m'a fait capoter mon deal la veille au soir du Avec closing, une seule avec part. une seule part sur 1000. Et voilà, comme quoi, hein, déjà un deal, c'est jamais fini. On dit d'ailleurs qu'il faut communiquer lorsqu'on a l'argent sur le compte en banque. Parce que même l'annonce, il peut y avoir des fonds, il peut y avoir, des événements, type Covid ou autre qui arrivent et qui annulent au dernier moment. Donc voilà, on communique quand le virement est enregistré. Et donc, effectivement, en 2019, je fais une levée de fonds avec, Montefiore Investments, qui à l'époque crée European Digital Group, qui est un véhicule pour acheter, d'autres sociétés dans le digital et ils ont entre-temps, acheté une vingtaine de sociétés dans le digital. Et donc là, à ce moment-là, il te propose donc cette somme d'argent, Mmh. en connaissant le deal précédent, Tout qui à avait fait, capoté, tout à donc dans la fait. plus grande transparence. Alors ils m'ont dit: «Hervé, nous on va faire, mais tu fais ce que tu veux. Quoi qu'il en coûte, tu rachètes la part de ton ex-femme» Oui, ce qui était logique. et j'ai racheté la part de mon ex-femme. 2020, Ouais, Covid. Comment Covid. on gère, toi qui fais des événements, toi qui gères des événements à l'extérieur, donc partout, en France, à l'étranger, puisque tu faisais le ski l'hiver et puis aussi la On Grèce, partait en etc. Grèce et cetera. Et alors en fait, ce qui est fou, c'est que 2019, levée de fonds, le fonds d'investissement me dit: «Hervé, tu as des chiffres de dingue, super croissance, super rentabilité, mais faut que tu structures. Faut que tu mettes des directeurs, des managers, des directeurs. Faut que tu triples, quadruples. Faut que de 20, tu deviennes 20 millions, Oui, ta 100 millions». pyramide fonctionne. Ouais. Et donc en 2020, au même moment, crise de croissance, je triple les effectifs. Crise de décroissance, je divise mon chiffre d'affaires par 2. C'est-à-dire j'ai géré ce que vit un entrepreneur à des cycles différents. Je l'ai vécu
en même temps. C'est-à-dire que l'année 2020, je devais faire 32 événements. Au bout du 5e événement, l'Italie est confinée. Tout le monde se dit, mais non, mais n'importe quoi, on va jamais confiner la France. Boum, 2 semaines après, on confine la France. Et donc, je dois arrêter tous mes événements. Et j'ai eu la chance de rencontrer un partenaire qui digitalise des événements one-to-one, hein, pas juste un webinar. Et du coup, on s'est associés. J'ai fini par racheter sa société. Et ça m'a permis, pendant les 15 mois d'interdiction événementielle, hein, n'oublions pas que l'événementiel, c'était interdit pour des événements de plus de 10 000 personnes, plus de 1 000 personnes, plus de 100 personnes. Donc, en fait, c'est un peu comme les boîtes de nuit ou les restaurants. Il y a eu 15 mois d'interdiction. Les Français n'ont pas été confinés 15 mois, mais les professionnels de la restauration et de l'événementiel ont été confinés 15 mois. Juste une chose importante, tu parlais de confiance. Je sais Mm. qu'à un moment donné, justement, où on était avec, les interdictions de monsieur Castex, Mm. notre ministre de l'époque, je sais qu'il y a un moment donné, tu as fait du phoning avec tes équipes Ah ouais, alors ça, pour c'était garantir un événement avec un risque énorme. Ça, c'était fou. En fait, c'était en 2021 ou 20, je sais plus. Non, 2021, 21. 2021. Donc, en fait, on était, je sais plus, à la 4e vague. Alors, ça reprenait, ça s'arrêtait. Et là, il y a Castex qui dit, bon, il y a une recrudescence. Je conseille aux entreprises, notamment, pour pouvoir privilégier les fêtes de fin d'année, de ne pas faire de soirée d'entreprise, de ne pas faire de sapin de Noël en entreprise. Donc, c'est pas une interdiction. Ça veut C'est un dire que conseil. juridiquement, c'est pas annulable. Moi, le club Med m'appelle, il me dit: «Hervé, tu as entendu les préconisations de Castex, tu annules ou tu annules pas? En tout cas, nous, on est obligé de te facturer parce que c'est pas un cas de force majeure. Ce n'est pas une interdiction gouvernementale, c'est une suggestion». Donc la réunion de crise avec mes équipes, En jeu, 1 000 000 d'euros de en jeu pertes 1 000 000 d'euros. potentielles? 1 million d'euros de pertes, et 1 million d'euros de pertes, si on doit les assumer alors qu'on n'a pas de chiffre d'affaires en face, c'est une catastrophe. Donc j'appelle toutes mes équipes, de direction, on était 7, je m'en rappelle, et je dis: «Écoutez, on va pas espérer», parce que c'était dans une semaine, «on va pas espérer et voir qui y a, le jour du départ à la gare. On va appeler tout le monde, on va leur poser la question». Et donc je voulais un point toutes les heures, avec le nombre de gens qu'on avait eu, qui Incroyable. avait dit oui, qui avait dit non. Et ça aussi entre 72 et 74 de gens qui se maintenaient, côté décideur et côté prestataire. Donc on a maintenu l'événement. Ça t'a rassuré d'ailleurs? Ah bah oui, La confiance ah bah de oui, tes partenaires qui ont dit: «Ne me filme c'est pas, ça. mais je serai là». C'est ça. Et donc, comme j'avais côté décideur, moi, je voulais pas déstabiliser le ratio. Si j'avais un tiers de moins de décideurs, mais autant de prestataires, je Ouais. déstabilise les ratios, ça marche pas. Et donc, on a fait un plus petit événement. Et pour remercier ces gens qui nous ont fait confiance, pendant que Un mes équipes, un mot-clé, le vaccinodrome. le vaccinodrome. Alors raconte-moi ça parce que ça, c'est incroyable Voilà. ce que tu as En fait. fait, pendant que mes équipes étaient en train de fignoler sur les 3 derniers jours toute la logistique, je me dis, moi, je veux remercier ces gens qui me font confiance. Je vais organiser un vaccinodrome. Alors, comment on fait pour un vaccinodrome? Déjà, il faut l'autorisation du Club Med, Ouais. qui m'a dit, moi, je t'autorise pas, je veux une décharge. Si jamais il se passe quoi que ce soit, c'est sous ta responsabilité. Bon, Et puis il faut des médecins, il faut des médecins, il faut des des infirmiers. infirmiers et il faut des vaccins. Et Ah à oui. l'époque, il y avait pénurie de vaccins. Donc, j'ai passé 3-4 heures à appeler toutes les pharmacies des Alpes. J'ai trouvé 125 doses de Moderna. Et donc, Ça aurait pu être Pfizer et cetera parce qu'on fait pas de exactement. publicité Il sur fallait, il fallait, il fallait que, fallait que j'en trouve un. J'étais content. Ensuite, j'avais donc les infirmières. J'avais mon fonds d'investissement. Sa fille était médecin. Il avait trouvé 2 copines de sa fille, et donc des internes en médecine pouvaient vacciner. Il manquait le médecin. Si j'avais pas le médecin, je pouvais pas récupérer les doses et je pouvais pas encadrer le vaccinodrome. Sans médecin, j'étais mort. fête de fin d'année, c'est compliqué quand même. On était jeudi 18h, il faisait déjà nuit et l'événement commençait le vendredi matin. Les infirmières me disaient, enfin les étudiantes en médecine me disaient, on vient pas. La pharmacienne disait, je vous les vends pas. Et là, j'ai mon collaborateur dont le beau-père est ophtalmo. Il me dit, mais tu sais, Hervé, je te vois galérer là, mais tu sais que moi, mon beau-père, ophtalmo, c'est pas non plus tous les jours qu'il fait des Ouais, mais vaccins, il est mais médecin. il est médecin. Tu veux que je l'appelle? Mais appelle-le, ça fait 2 jours que tu m'entends, là, tu es à côté de moi. Et donc, il l'appelle. C'est son gendre, hein, voilà. Voilà, est-ce que tu peux me rendre un service? On va maintenir un événement. Je C'est travaille dans la chaud. boîte, Je un travaille petit dans coup la de pouce. boîte. Moi, je suis le DGA de la boîte. Franchement, ça rendrait une fière chandelle à mon président, etc. Il me dit, OK, tu peux compter sur moi. Et donc, boum, je confirme les doses, je confirme les étudiants. Et donc, il y a 122 personnes qui ont été vaccinées. Bien sûr, c'était sur la base du volontariat. En fait, ces gens qui ont bravé finalement les suggestions, voire les interdictions des entreprises, parce que la suggestion gouvernementale devenait une interdiction dans l'entreprise, eh bien, pour les remercier, pour ceux qui voulaient, on a pu leur permettre d'avoir une 2e ou une 3e dose. Ouais, parce que la première les premiers, c'était donc ils avaient une dose entre guillemets, la Exactement. plupart, hein, parce que c'était Mmh. compliqué d'avoir,
des piqûres facilement. Si tu devais remonter les Big Boss aujourd'hui, parce que ça fait 12 ans, hein, maintenant, Mmh. d'abord, success story que tu pourrais, t'approprier directement, justement des Big Boss. Qu'est-ce qui Alors moi, la chose dont je suis le plus fier, c'est que lorsque le fonds d'investissement Hervé m'a dit: «Hervé, nous, on a un principe», alors beaucoup de fonds ont ce principe-là, c'est qu'on partage la valeur avec l'entrepreneur et avec les collaborateurs clés. Alors est-ce que tu peux nous identifier les 10 collaborateurs clés, les bons commerciaux, les bons managers, les bons directeurs? On voudrait les associer au capital avec une accélération très forte de leur investissement, parce que si on réussit, c'est aussi eux qui tous les jours, vont se lever, se défoncer et cetera. J'ai dit: «Écoutez, moi j'ai 100 du capital, donc pas besoin que vous m'accélériez une partie de mes parts. Est-ce que je peux céder 100 et est-ce que, du coup, au lieu d'avoir 10 personnes, je peux en avoir 40?» «Mais tu as 60 collaborateurs?» «Eh ben ouais, je vais prendre tous les cadres». Tous les cadres, alors bien sûr, il y aura les des mouiller dans le bon niveaux, sens du les terme, oui. mouillés exactement et donc les cadres 1er niveau, ils pouvaient mettre 1 000 € et puis les autres pouvaient mettre 5, 10, 15 000 € et ce jour-là, j'ai fait une soirée d'ailleurs chez moi le lendemain du closing. Il y avait effectivement les 40 et ils ont pris entre, allez, les plus petits ont pris 20 000, les plus gros ont pris 400 000 € et c'était génial. D'ailleurs, j'ai même une histoire. J'ai 2 apprentis qui sont arrivés dans mon bureau. L'une était stagiaire, l'autre apprenti. Ils avaient 20 ans et 23 ans. Ça fait 11 ans qu'ils sont dans la boîte. Ils se sont mariés ensemble. Génial, Ils ont pris tous les 2 de l'argent et à eux 2, ils ont frôlé le 1 000 000 €, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas fait un génial. millionnaire, mais j'ai fait une petite famille presque en dollars. Allez, en dollars, ils sont devenus millionnaires en Ça dollars veut et c'est devenu un couple. marié au 1er dollar. C'est ça. Et donc aujourd'hui, lui, il est directeur des ventes, elle est directrice des opérations. Donc finalement, ils m'ont un peu succédé parce que moi, j'ai quitté l'opérationnel et donc c'est une belle histoire. Si tu devais remonter les Big Boss, qu'est-ce que tu ferais de mieux ou que tu n'en ferais pas? En fait, les big boss, bah, ce qui est fou, c'est que ça a marché, ça continue à marcher d'ailleurs. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux et je ne sais pas ce que j'ai loupé. Bon, il y a eu des échecs, Oui, hein, bien sûr. il y a eu quelques recrutements, qui auraient pu être meilleurs ou autres, mais globalement, dans l'ensemble, là où moi j'ai fait grandir des jeunes, qui sont devenus très rapidement managers, bah, parce que quand une boîte grandit, on faisait 100 de croissance par an. On doublait chaque année. Donc c'était fou et donc bah, soit les gens craquaient, explosaient parce que c'était trop dur, soit au contraire, ils se prenaient, ils devenaient managers. Je me rappelle d'une, elle était alternante, elle était meilleure que son CDI. Et Incroyable. finalement, elle est devenue elle-même CDI, puis manager et du coup, elle a managé son CDI. Voilà, donc en fait, le principe, c'est que dans ces métiers, en plus, c'est pas des métiers que tu apprends à l'école. L'événementiel que tu peux apprendre à l'école, tu vas apprendre des bases, mais c'est vraiment la pratique. C'est Le comme un terrain, le médecin, c'est terrain. le terrain. Un dentiste, il va apprendre, mais à un moment donné, faut qu'il répare des caries et cetera et donc en fait, on n'a pas besoin de faire des grandes études. On a besoin d'avoir des bonnes valeurs relationnelles, on a besoin d'avoir de l'énergie, Et du on a besoin pragmatisme. du pragmatisme, des aléas, il y en a toujours. Nous, on a eu grève du contrôle aérien, on a quand même passé les gouttes. On avait grève SNCF, on est parti, en avion à Genève pour aller au ski, Paris-Genève au lieu de Paris-Bourg-Saint-Maurice, en TGV et voilà, donc en permanence, on doit gérer des aléas. Il y a peu, tu as laissé la main à Grégory, Amar pour Mmh. diriger l'entreprise, tu considères que tu avais été au bout de l'histoire? En fait, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, bien sûr, réfléchit, beaucoup avec sa tête, mais surtout avec ses tripes, avec son cœur et j'ai senti que moi, mon âme, c'est un âme d'entrepreneur. C'est un âme de créatif. C'est pas un gestionnaire, c'est pas un chef d'entreprise. À la fin, j'avais 100 personnes, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Finalement, j'avais plus que les merdes à gérer de tous. Ce Oui. qui me remonte les trucs sympas, ça redescendait. C'était au niveau des directeurs commerciaux, directeurs marketing. Moi, j'avais plus que les merdes qui me remontaient Ça, il y et avait moins de fun, quoi, c'est voilà, ça? voilà. C'est-à-dire que, heu, en fait, moi, je suis là pour créer, je suis pas là pour cheffer. Je suis là pour entreprendre, je suis pas là pour gérer et donc j'étais à la fois la personne la plus, certaine et donc pétrie de certitude, finalement, sur mon concept et donc l'atout incontournable, mais en même temps, l'empêcheur d'évoluer et donc j'ai préféré prendre un DG qui d'ailleurs était client pendant des années, a cartonné en tant que sponsor sur nos événements, donc il avait la vision produit, pour que lui aille écrire encore un nouveau chapitre. Alors, je vais te poser donc une question, qui vient, à point, comme on dit. Peux-tu nous parler de ton nouveau club, Auréa? Alors Auréa, en fait, pour tout te dire, au départ, je voulais créer un site de rencontre. Je m'étais dit:
dans les sites de rencontres B2C, CSP+, il y a pas grand-chose. Les gens sont déçus en général des sites de rencontres, le swiping, les faux comptes, les michetonneuses, les gens qui trichent, et cetera. Je m'étais dit: «Je vais faire un site de rencontre, adapté à l'univers, des CSP+» et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de concurrence, qu'il y avait peu de récurrence, que c'était énormément de budget marketing. Bon, j'étais en train de dépenser beaucoup d'argent, je me suis dit: «Allez stop, il faut que je pivote». Finalement, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime animer des communautés. Donc, plutôt que d'essayer de chercher 10 000 célibataires, pour qu'ils restent 4 mois sur un site de rencontre, je vais aller chercher 1 000 cadres, dirigeants, entrepreneurs et je vais travailler avec eux sur toute forme de rencontre. La rencontre amicale, la rencontre sportive, la rencontre passion, la rencontre inspirationnelle, la rencontre professionnelle, la rencontre amoureuse. Et donc, le dénominateur commun de cette communauté, ce sont des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs. Et avec un modèle tout simple où tout le monde paye. Donc, un modèle un peu inverse des big boss, On où redescend au niveau tarification, voilà, en plus fait, accessible. exactement. Plutôt que les uns payent très cher et les autres se fassent inviter, avec une pression commerciale qui peut être perçue, ressentie, eh bien là, chacun paye et du coup, on parle de 150 € pour un dîner. Quand on est cadre dirigeant dans Paris, c'est le prix d'un resto dans C'est Paris. note de frais, ouais. Note de frais. Et donc, derrière, il n'y a plus du tout la pression marketing, plus du tout la pression commerciale. Ce sont des gens, tout l'esprit de convivialité des big boss, eh bien, je le retrouve dans ce club B2C. Ce n'est plus la société qui m'intéresse, c'est l'individu. D'ailleurs, les commerciaux ne sont pas admis parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de démarchage commercial. Ce n'est pas l'objectif de ce club que de générer des leads pour ses clients. Il n'y a pas de clients, il y a des adhérents. C'est comme un club sportif, le Paris Country Club, le Racing Club, le Polo de Paris. C'est un club qui fédère une caste, une communauté, des gens qui font partie des mêmes sphères professionnelles, des mêmes sphères business, des mêmes sphères financières. Et donc ces gens-là ont envie, lorsque ils divorcent par exemple, lorsqu'ils ont un coup dur dans leur carrière, de pouvoir réinteragir avec des gens de leur niveau. Ça veut dire dénominateur commun, la relation humaine. La relation humaine, la bienveillance et puis la convivialité, mais dans une caste spécifique. En Inde, les castes, c'est très important, Oui. hein. En France, en fait, aussi, en vrai, c'est pas aussi affirmé, mais globalement, tu gagnes 100 000 € par an, di passer du temps avec quelqu'un qui gagne 10 000, c'est compliqué, sauf si c'est quelqu'un de ta famille, et cetera, mais c'est compliqué. Alors des entrepreneurs qui parlent de millions d'euros, dizaines de millions d'euros, c'est compliqué aussi. Donc avoir finalement un écosystème pour pouvoir interagir de manière bienveillante avec des gens qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes, échéances financières ou les mêmes sphères professionnelles, ça a du sens. Conditions d'entrée? Est-ce qu'il y a une barrière? Est-ce qu'il y a un montant? Est-ce En fait, il qu'il y y a a un une droit d'entrée? Parce que cotisation annuelle, il y a une voilà. cotisation annuelle, qui sera de 1 690 € à l'année, comprenant 3 dîners et ensuite, tous les événements auront un prix at cost et qui aura de 50 € à 200 € suivant les sujets, pour pouvoir, eh bien, se mêler à des gens d'une même sphère économique, professionnelle, personnelle. Lily, ça te parle? Lily, ça me parle effectivement. Lily, c'est mon J'aimerais bien que tu associée. nous en parles, ouais. C'est mon associée. En fait, je la connaissais, elle venait au Big Boss, elle est venue en tant que décideur, elle est venue en tant que prestataire. Elle a toujours observé, cette communauté et puis, elle voulait qu'on s'associe. Elle a des compétences administratives, des compétences opérationnelles. Elle a en plus une école de développeurs, donc ça m'a permis de capitaliser sur, une promotion pour pouvoir, développer, les briques techniques et en fait, moi, je suis un entrepreneur né, mais je suis pas un serial entrepreneur. J'ai 49 ans. J'ai 2 filles qui ont 16 et 13 ans. Je veux profiter un maximum d'elles et donc j'ai pas envie de me remettre à fond 20 heures par jour comme j'ai pu faire au Big Boss. Donc j'entreprends, je fais aussi de l'immobilier, et je travaille avec d'autres, je m'associe avec d'autres, voire je leur offre des parts pour partager la valeur avec eux et pour être toujours dans cette dynamique de gagne. Donc Lily m'a rejoint comme ça et puis on a Laura aussi qui nous a rejoint, Yann qui nous a rejoint et donc à 4, on mène cette aventure. Moi, j'étais, fondateur d'une société, j'étais le seul actionnaire, Bien à part sûr. mon ex-femme qui avait une part sur 1000 et donc j'avais pas de contradicteurs. Là, j'ai Ouais. des contradicteurs. Oui, Là, il me dit: il y a de «Regardez, l'échange, il y a il y a de du l'échange» et c'est important de tout se dire quand ça va bien, quand ça va mal, quand ils sont pas d'accord, quand puis on est des nouvelles d'accord. orientations, c'est intéressant parce qu'il faut Exactement, regarder un petit peu avec, d'autres yeux. Là, on parle de visu. exactement, exactement. Auréa, pourquoi ce nom?
Alors parce que, l'aura, c'est quelque chose d'important, Mmh. pas le prénom Laura, hein, l'aura, il y a quelque chose de magique, de charismatique dans l'aura, il y a une beauté intellectuelle et puis on a rajouté le H et le H comme l'humain, le E comme l'exclusivité. Et puis, bon, tout ça, ça existait, un nom de domaine était disponible, il faut trouver un nom de domaine C'est vrai que c'est disponible, il difficile. faut trouver une sonorité sympathique et donc on a pris du temps à faire le logo, à réfléchir à tout ça et voilà, donc la sonorité enfin, alors ce qui est marrant, c'est qu'en top Auréa, faut trouver quand même le nôtre, hein, ils savent pas comment l'écrire les Ouais, bien gens, sûr. donc il faut vite qu'on ait un peu de contenu pour pouvoir, remonter sur Google et donc que les gens nous trouvent, assez rapidement. À 5 ans, Auréa, ça serait quoi Auréa, pour on toi? pourrait être, 10 000 voire 50 000 adhérents. On serait dans 25 villes dans le monde Mmh. et on fédérerait, les écosystèmes, CSP+, de chacune de ces villes. En dehors du business, est-ce que justement, avec le temps qui te reste, est-ce que tu participes à d'autres activités associatives? Alors j'ai fait un truc, dont je suis très fier. J'ai été mécène pour, une association qui s'appelle Avec eux. Stop, petite surprise pour toi. Regarde la deuxième Ouh vidéo là! Ah ouais, et on va faire le lien. d'accord. Alors la deuxième vidéo, tac. Salut Hervé, alors une petite question en direct du Grand Palais où va se dérouler une très belle compétition pour le saut Hermès. Tout le monde te connaît avec ta casquette de businessman entrepreneur, mais moi je te connais aussi en fait avec un côté tourné vers le monde associatif. D'ailleurs tu m'as emmené voir un documentaire auquel tu as participé avec eux. Donc c'est le nom de l'association. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu t'engages pour le monde associatif et ce qui t'anime pour aller dans cette direction. Alors Alors effectivement, ça, c'est Arnaud, hein, qui c'est parle. Arnaud, j'ai invité Arnaud. En fait, donc je suis mécène d'un documentaire, qui met en avant des initiatives locales, solidaires, caritatives autour de l'enfance. Parce qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de grandes associations qu'on connaît tous, les Restos du Cœur, la Bien sûr. Croix-Rouge et cetera, alors qu'il y a plein d'initiatives en bas de chez nous. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de l'Afrique, subsaharienne pour trouver des pauvres, pour trouver des enfants malades et cetera et donc l'idée, c'est de mettre en avant ces initiatives locales et dans le cadre du mécénat, je devais passer une journée avec une association pour vraiment, m'immerger et j'ai dit: «Moi, passer une journée avec une association, très bien, mais je veux le faire avec mes filles» et donc on a passé cette journée avec mes filles Génial. et elles ont adoré et on a fait la projection mardi où Arnaud était invité et mes filles, font, 5 minutes, dans le documentaire, et elles ont été appelées, pour, une table ronde, à l'issue de la projection du film et c'est très touchant quand on est un papa de voir sur grand écran ses filles. C'est très touchant de voir ce qu'elles disent. En fait, ce qu'elles disaient, c'est qu'en troisième, il y a un stage, obligé Ouais, pour, découvrir le monde de découvrir l'entreprise, ouais. l'entreprise. Pourquoi on ne ferait pas les associations? Pourquoi on n'aurait pas quelques jours, un collégien de quatrième qui vient donner un coup de main au Resto du Cœur, qui vient donner un coup de main à une association locale? Ça les éveillerait à la solidarité active et puis ça leur donnerait une conscience différente. Donc effectivement, moi je vais même raconter une anecdote, il y a un film que j'ai vu 10 fois l'année dernière. D'ailleurs, j'étais dégoûté, meilleur premier film nominé au César, il a pas gagné, Un petit truc en plus. Ouais, bien J'ai sûr, vu ça fait 10 fois ce film. plus de 10 millions Je d'entrées. m'étais dit: «Je le vois une fois par million d'entrées» et je voyais 2 millions, 4 millions, 6 millions. Et ben, j'ai suivi. Donc je suis allé avec Arnaud, je suis avec mes neveux, mes nièces, mes filles, ma sœur et dès que je voyais quelqu'un: «Venez, on va voir un petit truc en plus» et j'étais beaucoup touché par, ce monde du handicap parce que finalement, les handicapés mentaux, nous font nous rendre compte que c'est nous, les handicapés du relationnel, les Ouais, de la handicapés compréhension humains. et de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'air effectivement, attardés un peu sur, des choses mentales, rationnelles, mais eux comprennent tout de suite les émotions, comprennent Pureté tout de totale. suite exactement et donc c'est ça qui est assez touchant. Ce que j'ai trouvé magnifique dans ce que tu racontes, c'est avec tes filles, c'est cette notion de transmission. Mmh. On voit que l'humain est important, mais aussi de transmettre à ses enfants ces valeurs que tu connais et que tu partages avec eux. En fait, ce qui est très marrant, c'est que donc effectivement, moi, j'ai revendu ma société, j'ai pris de l'argent et cetera. Avec mes filles, on a un groupe, sur WhatsApp qui s'appelle «Les Tuches». Parce qu'on est un peu comme les tuches. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je préfère un week-end au Center Park à 3 familles où on est tous copains, où les enfants se kiffent et tout, plutôt qu'un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde avec mes filles. Mes filles, elles vont se faire chier, en fait, dans l'hôtel 5 étoiles. Ça les intéresse pas et donc voilà, donc en fait, c'est un peu ces valeurs-là qu'il faut inculquer et donc leur donner l'envie de se battre. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, oui, quand on est élevé un peu dans la bourgeoisie, on pourrait s'endormir vite. Bill Gates, il a déshérité ses enfants. Il va leur donner 10 millions de dollars à chacun d'entre eux. 10 millions de dollars, quand on pèse 100 milliards, c'est rien. Mais c'est un cadeau qu'il leur fait.
Parce qu'à 10 millions de dollars, ils ne seront jamais dehors. Bien Par sûr. contre, lui, s'il avait hérité de 100 milliards, il n'aurait jamais créé Microsoft. Donc, il ne faut pas émasculer ses enfants avec une pression financière pour qu'ils fassent n'importe quoi. Moi, mes filles à 18 ans, si je meurs, elles n'ont rien. Tout est bloqué chez un notaire. Elles peuvent débloquer l'argent pour leurs études, leur permis. À 25 ans, elles pourront jouir de l'argent. Mais surtout, j'ai fait, moi, des sujets immobiliers et autres qui mettent l'argent dans 25 ans. Elles auront construit leur vie dans 25 ans. Je serais très content qu'elles aient un confort financier supplémentaire, Et surtout, un équilibre, c'est ce un que tu évoques. équilibre. Et du coup, qu'elles se battent elles-mêmes dans leur vie. Tu voyages moins depuis que tu as plus les big boss? Non, moi j'ai fait 6 semaines de vacances l'été dernier, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Bah 6 oui. semaines! C'est Tu fait génial! quoi? T'es parti où? Je suis parti à Annecy, on a fait, Musilac, je suis parti à Tallinn en Estonie, je suis parti à Londres, je suis parti à Béziers, je suis parti à Saint-Raphaël. Quel Hem, voyageur es-tu d'ailleurs? Moi je suis un voyageur, alors je suis pas du tout sac à dos, parce Oui. que je sais pas faire. Bah, le Club Med, hein, avec les enfants, tout ce qui est club, c'est génial. Le fait qu'on puisse manger ce qu'on veut. Bon, quand même, je demandais à mes filles d'avoir une assiette, hein, avec un peu de verre quand même, parce que les pizzas et autres, Oui, les bien pizzas et sûr. les nuggets et puis sinon, on a fait New York avec mes filles l'année dernière, c'était génial. Enfin, on a fait 3 jours, enfin 1 semaine à New York tous les 3. C'était génial. Alors c'est marrant parce qu'on a fait tout ce que font tout le monde à New York, hein, j'ai vu une copine partir avec sa fille, c'est exactement les mêmes photos. Ouais. Mais voilà, c'est génial. Justement, pour le savoir, on va rentrer un petit peu dans le détail avec des réponses des questions courtes. Mmh. Réponses courtes, j'espère que ça va t'aller. Mer ou montagne? Mer, Heu, on va dire big boss ou slalom géant? Big Boss, Ville ou campagne? ville, Livre ou série? série, Dimanche sportif ou couette à la maison? couette à la maison, Avion ou train? avion. Alors, si tu devais effectuer un dernier voyage, ce serait où? Ah moi j'ai toujours, un truc un peu fou, il peut y avoir des choses dramatiques sur cette terre, qui empêchent l'humanité de vivre et on entend souvent d'Elon Musk ou autres dire qu'il pourrait fabriquer, un plan B dans une autre planète Oui, Mars en l'occurrence, et ouais. moi j'aimerais bien peut-être, bah, réserver, un voyage pour que mes filles puissent, être sauvées et leur permettre de faire ce voyage. Hervé, je voulais te remercier parce que franchement, c'était un moment délicieux pour moi. On se connaît pas bien, mais je sais qu'on a appris à se connaître et franchement, c'est une découverte, très attachante de se dire: «Oui, il a réussi. Oui, il est aujourd'hui à l'abri, mais pour autant, il a gardé toutes les valeurs de son environnement, de son éducation et il l'a transmis à ses enfants». Voilà ce que je voulais te dire Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. et tu as le sentiment de réussir ta vie. En tout cas, je m'efforce de réussir ma vie. Merci Hervé. Merci Bernard. Vous pouvez désormais détacher vos ceintures et reprendre une activité normale. On se retrouve pour un prochain épisode. À très vite.